nous a semblé qu'on prenait au sérieux l'hypothèse qui est sous-jacente à la loi. C'est-à-dire qu'il existe un facteur organisationnel, là où on se concentre souvent sur la question des moyens accordés au dialogue social ou la question des droits ou prérogatives qui peuvent être confiés à des représentants du personnel. Une des idées qui était au départ de cette loi, une des prémices, c'est de dire, eh bien, l'organisation, ça compte, et la manière dont on organise les instances, eh bien, ça peut changer le déroulement. Et il y avait même cette idée qu'on pouvait faire un dialogue social de meilleure qualité, peut-être qu'on reviendra sur cette notion de dialogue social de qualité, mais en tout cas qu'on pouvait faire mieux avec autant de moyens, si ce n'est moins, et ça aussi on y reviendra tout à l'heure. Et d'ailleurs, cette loi est de ce point de vue-là à la fois intéressante et puis extrêmement ambiguë. Alors ambiguë pour nous comme observateurs, mais très ambiguë pour les acteurs également, puisque pour certains aspects, la loi a imposé un certain nombre de changements. Par exemple, l'idée qu'il fallait absolument fusionner les trois anciennes instances, CE, les délégués du personnel et CHCCT, en une seule instance. Eh bien là, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour les acteurs du dialogue social, mais sur un certain nombre d'autres points, eh bien, il y avait en fait beaucoup de possibilités de paramétrage, de configuration des CSE, notamment sur les commissions et leur degré d'autonomie, par exemple, sur leur composition, sur l'organisation de la représentation de proximité. Et donc, au fond, il y avait comme ça un certain nombre de paramètres qu'on pouvait aller observer. Et c'est ce qu'on s'est attaché à faire dans cette étude en décrivant assez finement, finalement, tous les paramètres et tous les fonctionnements, notamment sur la question des commissions, des représentants de proximité, en décrivant à la fois ce fonctionnement tel qu'il est prévu initialement, tel qu'il apparaît dans les accords qui ont été négociés, puisqu'il faut préciser qu'on est dans des cas un peu particuliers, puisque des accords ont été conclus dans chacune des entreprises de notre échantillon, mais également dans les faits, puisqu'on a pu observer qu'il y avait très souvent du décalage entre le fonctionnement tel qu'il était prévu dans l'accord et le fonctionnement réel tel qu'il avait été mis en place par les acteurs. Et une fois qu'on a fait ce travail de description assez fine et qu'on retrouve en détail dans le rapport, eh bien, on est allé voir les conséquences de cette organisation sur le travail des acteurs, sur la partie RH notamment, qui est en charge d'animer ce dialogue social, et sur les représentants du personnel. Et c'est vraiment en allant voir comment la réorganisation des instances transforme le travail des acteurs qu'on est dans cette démarche processuelle dont je parlais précédemment, qui permettait de voir les conséquences sur le quotidien des acteurs du dialogue social. Ce qui veut dire aussi qu'en gros, il y a des choses auxquelles on répond pas ou qu'on trouve pas bien dans le rapport en l'état, notamment si on recherche un bilan du type quel est l'effet sur la qualité du dialogue social, ça on n'est pas sûr d'être en mesure d'y répondre. Quelle est la conséquence ou les implications pour la dynamique de la négociation collective? Là aussi, on n'a pas mesuré un état du dialogue social avant et après. De même que sur l'évolution des moyens, par exemple, on n'a pas forcément objectivé très précisément si ces moyens avaient évolué à la hausse, à la baisse, dans quelle mesure, etc. C'était moins l'objet de l'étude plutôt que de se concentrer sur le travail des acteurs. Ces sujets restent importants et on espère bien les creuser dans la suite de l'étude. Mais ils vont nous les présenter autour de trois notions, qui sont trois notions qui nous ont paru assez synthétiques pour comprendre comment se poser la question de l'efficacité du dialogue social, en tout cas telle qu'elle est posée par les acteurs. Et ces trois notions sont la notion de centralisation qui a été présente pour ceux qui ont été attentifs ou qui s'y sont confrontés à ces CSE, la question de la centralisation du dialogue social qui revient de manière extrêmement fréquente. La question de la simplification, qui était quand même l'objectif affiché de ces lois, et puis une notion peut-être sur laquelle il faudra qu'on développe un petit peu plus, parce qu'elle est peut-être moins intuitive, mais la notion d'intégration qui nous semble caractériser une certaine conception des instances du dialogue social telles que véhiculées par la loi et les accords qui l'ont suivi. Mais peut-être avant de leur donner la parole, juste peut-être un sentiment général qui se dégage quand même de l'étude, c'est quand même que les acteurs du dialogue social ont rencontré des difficultés à se saisir de tous ces enjeux organisationnels ou de tous les leviers qui étaient à leur disposition pour organiser ces instances. Et cela, ça s'explique pour bonne part par le fait que les négociations ont été
très très focalisé sur la question des moyens, qui est apparu comme le principal enjeu de négociation. Alors c'est pas très surprenant, parce qu'on a bien vu que même pendant le processus législatif, cette question des moyens occupait quand même le cœur de l'actualité, avec le risque pour les représentants du personnel de voir cette loi comme l'occasion de diminuer drastiquement les moyens consacrés au dialogue social, et donc pour les entreprises de faire des économies. Et cette question a occupé une bonne part de la négociation, et peut-être a éclipsé des enjeux plus organisationnels. Bien sûr, des entreprises en ont profité pour faire des économies sur le dialogue social. Alors, encore une fois, nous, on n'a pas fait ce travail d'objectivation, et donc on a tous entendu les analyses des uns et des autres de ces dernières semaines sur cette question-là. Et puis, d'autres objets de négociation sont apparus de manière peut-être un petit peu plus secondaire, mais quand même assez prégnante. C'est la question du dialogue de proximité, qui a quand même pas mal préoccupé les organisations syndicales et les négociateurs du côté du management, et la question de la définition des établissements distincts. Mais au fond, sur chacun de ces deux critères, ce qui intéressait beaucoup les acteurs, c'est que finalement, c'était des objets qui permettaient de structurer la question des moyens, puisque derrière la question des établissements distincts, bien évidemment, vient très vite la question du nombre d'instances. Donc, si on change les critères de définition des établissements, on peut réduire ou augmenter le nombre d'instances de représentation du personnel. Sur la question de la proximité, on a souvent vu également amener la question de la représentation de proximité dans un deuxième temps, comme pour récupérer des moyens qui avaient été perdus sur les postes de titulaires ou de suppléants dans les instances de représentation du personnel. Et cette négociation par-dessus le fait qu'elle est beaucoup focalisée sur les moyens a souvent été une négociation un peu déséquilibrée dans les entreprises, puisque les entreprises avaient toute liberté, s'il n'y avait pas d'accord, de pouvoir faire des plans unilatéraux. Donc on a souvent vu des représentants du personnel expliquer que ils ont signé un accord dans lequel ils n'étaient peut-être pas totalement convaincus, mais qui leur permettait de limiter les pertes. Vous l'avez compris, nous, c'est pas tellement notre objet, notre préoccupation, celle des moyens, mais on peut faire l'hypothèse que la focalisation excessive sur la question des moyens n'a pas vraiment permis aux acteurs de discuter des instances, des rôles respectifs d'une commission, d'un CSE, de comment on anime une représentation de proximité. Mais il nous semble que ces questions ont été progressivement appropriées pendant la période de mise en œuvre. Donc là, on arrive à 2 ans de CSE pour celles qui sont rentrées le plus tardivement, et puis 4 ans pour celles qui sont rentrées le plus tôt. Et ces enjeux semblent désormais bien perçus par les acteurs. Donc peut-être que c'est aussi l'intérêt de la présentation qu'on peut faire ce soir, c'est d'identifier ces différents paramètres pour que ça puisse nourrir peut-être les réflexions dans les entreprises sur la période à venir, et peut-être les ajustements qui peuvent être opérés dans l'organisation des CSE. Il n'y a pas de rejet massif ou de principe des instances. On n'a pas croisé de cas de ce type-là. Bien sûr, des critiques bien sûr sur l'autonomie de la C2SCT, des critiques aussi récurrentes sur les réclamations individuelles et collectives, notamment avec la disparition des cahiers de DP, etc. Donc, mais je dirais que sur chacun de ces sujets, c'est aussi la question des routines organisationnelles qu'il s'agit de remettre en cause. Et donc là, ça a pu effectivement générer un certain nombre de tensions ou de frottements sur les premiers temps, mais pas de gros rejets massifs. Mais j'insiste, peut-être pour investiguer ce point-là, il faudrait faire 2 précisions. Une première, c'est qu'il y a probablement de fortes disparités entre les acteurs centraux et les acteurs locaux au sein des équipes syndicales. Donc les négociateurs étaient les acteurs centraux, et c'est des gens qui parfois étaient assez convaincus aussi par les évolutions en cours, et puis dans la réorganisation, dans la réallocation des moyens qui s'est fait au moment du passage en CSE, on a parfois renforcé cette représentation centrale avec l'idée qu'il fallait que les équipes syndicales soient plus dirigées ou plus managées. On a même croisé parfois ce type de termes, et donc en leur donnant peut-être plus de moyens sur les acteurs centraux. Par contre, au détriment du niveau local. Donc là, on a pu voir des élus qui, localement, eux, étaient beaucoup plus réticents et beaucoup plus critiques, voire même, dans certains cas, des tensions générées au sein des équipes syndicales entre les délégués syndicaux centraux qui avaient négocié et puis les équipes qui, localement, animent des CSE locaux ou sont dans la négociation. Donc ça, c'est une première remarque. Il y a probablement
de l'hétérogénéité au sein des équipes syndicales. Et je pense que la distinction centrale-locale serait presque plus éclairante que l'étiquette syndicale, par exemple. Deuxième remarque, il y a quand même une critique récurrente qu'on a entendue, je pense, enfin Arnaud et Elodie vont me couper si je dis une bêtise, mais je pense qu'on a dû l'entendre dans à peu près tous les cas. C'est l'idée que le CSE est devenu une chambre d'enregistrement. Donc il y a quand même une critique un peu massive en disant mais on a le sentiment qu'il n'y a plus vraiment d'espace pour dialoguer et exprimer les différents points de vue et pour instruire les dossiers. Et en fait, ce point est très intéressant à soulever, me semble-t-il, parce que finalement, ce regret exprimé du CSE comme chambre d'enregistrement n'est pas incompatible avec la vision un peu idéalisée qu'on a rapportée tout à l'heure d'un CSE dans lequel on est là plutôt pour rapporter un point de vue du CSE et prendre des décisions, et que l'expression de la diversité, l'expression des différents points de vue, la confrontation, ça doit se passer ailleurs dans les commissions. Donc, c'est pas incompatible, simplement certains le regrettent et puis d'autres ont plutôt tendance à valoriser.